Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Les stages de vacances, une idée presque aussi ancienne que l'école, mais qui a fait ses preuves. Et si les stages intensifs de révision permettaient de relever le niveau scolaire et de parvenir au fameux choc des savoirs voulu par le président de la République, eh bien, ce sera l'objet de la question du jour avec nos invités. Les concours aux grandes écoles de la culture débutent dans le cadre du programme Égalité des chances. On en parle dans la seconde partie de cette émission. Dans sa chronique, Guillaume Buan vous emmène en Angleterre où l'école à la maison connaît son heure de gloire. Guillaume, qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Guillaume, bonjour. Bonjour Virginie, bonjour à tous. À la une de ce mardi, l'heure est aux économies pour le gouvernement et tous les ministères contribueront à hauteur de ce qu'ils représentent dans le budget national. Ce sont les mots de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui a annoncé dimanche soir 10 milliards d'euros d'économies dans le budget de l'État. 5 milliards seront pris sur les politiques nationales, les 5 autres sur les dépenses des ministères. L'éducation nationale représente donc 15% du budget de l'État, soit rendre 750 millions d'euros à Bercy. La question, comment? Écoutez la réponse de Thomas Cazenave, c'est le ministre délégué au compte public. Il était l'invité ce matin de nos confrères de France Inter. Il y a des dépenses de personnel pour 700 millions d'euros dans les ministères, là où c'est possible, parce qu'il y a des recrutements qui vont être décalés dans certains ministères, certaines agences, dans certains bureaux, dans certaines administrations. C'est juste une baisse de la masse salariale. À la fin, il appartient à chaque ministre de refaire un budget et les engagements de réarmement des services publics que l'on a pris, qu'a réaffirmé Gabriel Attal, qu'il s'agit des recrutements de policiers, qu'il s'agit de recrutements de magistrats, qu'il s'agit de recrutements d'enseignants, bien sûr qu'ils seront tenus. Mais on peut faire des économies par ailleurs, en administration centrale, dans les opérateurs. Donc on a demandé à chaque ministre de faire des économies sur ce poste-là. Alors la ministre Nicole Belloubet a été interrogée sur ce sujet. Elle a dit être solidaire au gouvernement tout en réaffirmant l'objectif qui était d'avoir les moyens en termes de personnel. Nouvelle affaire avec l'établissement Stanislas, nouvelle polémique puisque le collège aurait mis à disposition sa piscine et son gymnase pour que les sénateurs puissent se défouler. Oui, seulement un petit kilomètre sépare le Sénat de cet établissement. Il leur suffit donc de marcher seulement un quart d'heure pour aller faire du sport dans l'enceinte de cette institution. L'association sportive et culturelle du personnel du Sénat, destiné à développer la pratique d'activités sportives et culturelles, donc au Palais du Luxembourg, a noué un partenariat avec l'école depuis déjà 2 ans. Alors celle-ci met notamment à disposition sa piscine ou encore son gymnase. Selon nos confrères de Libération, les sénateurs peuvent aller faire de la natation libre, par exemple, du lundi au jeudi pendant environ 1 heure par jour et jouer au football le mercredi soir. Il faut tout de même savoir que les élus ont une salle de sport au sein du Palais Bourbon, mais l'association a dû trouver un gymnase à l'extérieur. Pas de réponse pour l'heure de la part du président du Sénat. Affaire à suivre. Cette histoire à présent, celle d'un père qui attaque l'État en justice car il estime que la grammaire est préjudiciable pour sa fille. Expliquez-nous, Guillaume. Alors, l'élève de 11 ans s'est plainte dans la presse. Mon prof de sport avait dit tous TOUS. J'avais répondu toutes TOUTZ. Il m'a engueulé. La jeune fille qui combat pour l'écriture inclusive. Je la cite, l'écriture classique exclut les personnes qui ne sont ni il ni elle, tandis que l'écriture inclusive inclut les personnes. Du coup, elles sont mieux dans leur peau. Le père enseignant a décidé d'attaquer l'État en justice, estimant que la grammaire française, telle qu'elle était préconisée par le ministère de l'Éducation nationale, était préjudiciable à sa fille, notamment la règle du masculin qui l'emporte sur le féminin. Il a adressé donc un recours pour excès de pouvoir contre la circulaire qui a été mise en place par l'ex-ministre de l'Éducation à l'époque, Jean-Michel Blanquer. Ce dernier qui jugeait la complexité, l'instabilité de l'écriture inclusive et que cela risquait de créer aussi des obstacles à l'acquisition de la langue comme de la lecture et d'entraver aussi les efforts des élèves qui présentaient des troubles d'apprentissage. C'est à la liberté d'expression que le père souhaite également s'attaquer. Poursuivons avec TikTok. Le réseau social chinois est dans le viseur de l'Union européenne. Avec Bruxelles qui hausse le ton avec l'ouverture d'une enquête pour déterminer si TikTok a enfreint plusieurs points du nouveau règlement européen sur les services numériques, par exemple la protection des mineurs, la transparence dans la publicité, l'accès aux données pour les chercheurs ainsi que les risques liés à l'addiction et de cette plateforme. L'enquête va porter sur les moyens qui ont été mis en œuvre également pour réduire tous ces risques. Il s'agit là d'examiner les outils de vérification de l'âge utilisés pour TikTok et pour empêcher l'accès aussi à ces mineurs. Une plateforme qui s'est défendue. TikTok a été la première à utiliser
utiliser et à proposer des fonctionnalités, notamment pour empêcher les moins de 13 ans d'accéder à cette plateforme. Il faut savoir qu'il y a plus de 134 millions de jeunes et de personnes qui ont accès à ce réseau social. Alors rapidement, Guillaume, qu'est-ce que le DSA justement entré en vigueur samedi dernier? Alors le Digital Service Act qui impose des obligations à l'ensemble de ces plateformes en ligne pour mieux protéger les utilisateurs contre les contenus illégaux. En cas de non-respect, ces plateformes s'exposent à une lourde amende jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires annuel mondial, voire une interdiction d'opérer dans l'Union européenne en cas de violation. C'est la deuxième procédure qui a été mise en place déjà. X, ex-Twitter, est visée par une enquête, là aussi, une enquête qui est ouverte depuis décembre dernier pour des soupçons de manquement en matière de lutte contre la désinformation, la circulation d'images violentes ou encore les incitations à la haine. Une enquête qui intervient après les résultats d'une étude menée par un fournisseur de logiciels de contrôle parental. Alors sachez que dans le monde, en 2022, les 4-18 ans ont passé en moyenne près de 2 heures par jour sur TikTok. Et plus de 4 heures en moyenne par jour sur les écrans de manière générale. Snapchat, Instagram, YouTube ou encore Netflix arrivent loin derrière. Custodio s'est appuyé sur les habitudes de 400 000 familles du monde entier qui ont des enfants âgés de 4 à 18 ans, des enfants qui ont augmenté leur consommation des réseaux sociaux, plus de 12% entre 2021 et 2022. TikTok qui continue de gagner du terrain, là aussi une hausse d'une demi-heure du temps passé sur cette application entre 2020 et 2022. Snapchat attire plus de jeunes pendant 72 minutes. Instagram est consulté pendant 45 minutes par jour. YouTube arrive largement en tête aussi des plateformes vidéo. Ils y passent en moyenne plus d'1 heure par jour. C'est 20% de plus par rapport à l'an passé. Des chiffres qui reflètent une nette évolution des pratiques numériques. Alors les jeunes sont toutefois moins attirés là aussi par Facebook ou encore par Twitter. Pour terminer, l'uniforme à l'école est devenu une question politique en France avec des tests qui vont démarrer prochainement. Eh bien, outre-Manche, c'est aussi un sujet d'études scientifiques à Cambridge. Oui, les chercheurs insistent sur l'aspect confort de la tenue pour notamment permettre aux enfants d'être actifs pendant la récréation. Ils ne doivent pas se sentir engoncés dans leur chemise ou dans leurs chaussures. L'université britannique qui a étudié plus d'1 million d'élèves âgés de 5 à 17 ans dans près de 135 pays, il en ressort que les niveaux d'activité physique des enfants et des ados sont plus faibles dans les pays où l'uniforme est à la norme. L'uniforme qui est obligatoire donc entre les garçons et les filles, c'est plus marqué. Par exemple, le port imposé des jupes ou encore des robes qui rend les filles moins à l'aise pour se dépenser, pour avancer notamment ou pour faire du sport tout simplement. D'ailleurs, même sans l'uniforme, il n'y a qu'une minorité d'élèves qui respectent les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. 1 jeune sur 5 respecte notamment ces recommandations. 1 heure d'activité physique modérée par jour en moyenne, avec en plus du renforcement musculaire. Au moins 3 jours par semaine. La France n'est pas un modèle également, puisque 87% des adolescents sont bien en dessous de ces recommandations. Merci Guillaume. Objectif bac, brevet ou remise à niveau, les stages intensifs de révision battent leur plein pendant les vacances d'hiver alors que le niveau scolaire des élèves français dégringole. Alors est-ce que c'est possible en quelques jours de rattraper ces lacunes? Quels sont les prix? Sommes-nous tous égaux face au rattrapage? On en parle avec nos invités. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Naël Amamé. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes co-directeur des Cours Legendre. Oh là là, les Cours Legendre, ça me rappelle tellement mon enfance. Et Erwan Lehou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes doctorant en sciences de l'éducation. Merci d'être là pour nous parler notamment des stages de vacances, les fameux stages de révision ou de rattrapage, on appelle ça comme ça. Mais justement, peut-être que la question, la première, elle est sur ce point précis. Est-ce que c'est vraiment, on comble les lacunes? Est-ce qu'on rattrape quelque chose ou est-ce qu'on conforte finalement ces apprentissages? Eh bien, on a vraiment 2 types effectivement de familles. Pour certains élèves, il s'agit de rattraper un retard, de revenir au niveau, de combler les lacunes. Et puis pour d'autres qui sont déjà bons, c'est de viser l'excellence parce qu'ils ont des concours à passer ou parce qu'ils souhaitent avoir un très bon dossier pour accéder à des études prestigieuses. Dans une longue interview l'année dernière, Emmanuel Macron avait dit que les vacances étaient trop longues pour certains élèves en difficulté, qu'il fallait justement se saisir de ce moment, de ce temps pour rattraper et se remettre à niveau. J'aimerais votre idée sur la question, Erwan Lehou. Est-ce que justement c'est une idée qui tend à se généraliser selon vous? Oui, non, 2 choses. Je reviens d'abord sur, effectivement, il y a bien 2 types de familles.
Et ce stade, c'est que c'est très très lié à l'origine sociale. On constate avant tout que les familles les plus aisées sont celles qui sont le plus quand même dans une optique, ce que j'avais appelé de produit dopant, d'essayer de s'en sortir le mieux dans les compétitions scolaires. Et les familles d'origine populaire ont recours souvent à des cours gratuits pour le coup, davantage dans une logique de voiture-balai de la compétition scolaire pour essayer de rattraper des lacunes qui en général s'accumulent. Et la problématique, c'est que pour ces élèves-là, en l'occurrence, les cours en plus, ils sont en général très peu efficaces, contrairement au premier. Quand il s'agit de progresser de quelques points, d'avoir un petit coup de pouce, ça fonctionne assez bien. En revanche, quand il y a des lacunes qui s'accumulent, qui se sont accumulées, on est beaucoup plus impuissant quand on individualise comme ça à rattraper le retard pour tout un tas de raisons qui ont été bien démontrées par les sciences de l'éducation et sur lesquelles je pourrais revenir. On va y revenir sur justement ce problème très important qui est même vraiment majeur sur le souci de l'inégalité justement des élèves face à l'apprentissage. Mais j'aimerais qu'on revienne juste sur le point de vue politique, excusez-moi 2 secondes, mais sur l'idée des vacances apprenantes tout d'un coup et au choc des savoirs. Est-ce que finalement c'est ça, on est passé d'un concept à l'autre selon vous, Naël Hamamé? Oui, alors il y a plusieurs choses. Tous les élèves sont différents. Alors bien sûr, il y a la situation qu'évoquait Erwan de la situation financière, mais ce n'est pas le seul. Il y a des inégalités qui sont dues à d'autres facteurs. Il y a des élèves qui apprennent très bien, je dirais, hors vacances scolaires. Il y en a d'autres, quelle que soit l'origine sociale, qui ont besoin de réviser parce qu'ils n'ont pas suffisamment assimilé. Il y en a qui, pour des facteurs extérieurs, ont besoin de réviser parce que, par exemple, ils ont eu un professeur absent. Il peut y avoir énormément de raisons qui fait que certains, pas tous, certains, ont besoin de réviser pendant les vacances scolaires. Et je pense que c'est une très bonne décision pour certains élèves de réviser un petit peu pendant les vacances scolaires. Notamment, je crois que la proposition politique, c'était 1 semaine avant la rentrée scolaire. Chez Cours-Legendre, la semaine de vacances scolaires, on a le plus de demandes de stage. C'est cette fameuse semaine juste avant la rentrée. Les vacances scolaires, c'est à peu près 3 mois. C'est très important de se reposer. Maintenant, on peut consacrer 1 semaine avant les vacances scolaires ce qu'on appelle les stages de pré-rentrée à réviser. C'est vraiment nécessaire pour certains. Et c'est une très bonne chose que la politique s'en empare ouais. Pour que finalement, tout le monde y ait droit, quels que soient ses moyens. 1 semaine, ça suffit? 1 semaine avant la rentrée? En tout cas, c'est mieux que rien. C'est vraiment quelque chose qui permet à certains élèves d'être plus préparés le jour de la rentrée, parce qu'en 1 semaine, ils ont quand même la possibilité de voir certains points du programme de l'année précédente qui leur permet justement de ne pas arriver avec un boulet, des lacunes qui, là, pourraient décupler les difficultés une fois la rentrée arrivée. Alors un essor incroyable, 25% de croissance, le marché du soutien scolaire est en plein essor. Pourquoi les cours particuliers et le coaching scolaire ont-ils un succès si important en France? Et surtout, qu'est-ce que ça dit de la société, selon vous, Erwan Lehoux? Que ça traduit avant tout le renforcement de la compétition scolaire dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que petit à petit, toutes les familles ont pris conscience qu'il y avait une importance majeure à réussir scolairement si on voulait ensuite, notamment. Et pour certaines familles, ça se traduit par la nécessité d'investir. C'est notamment vrai. Et dans ces cas-là, on se tourne vers des solutions privées et marchandes. C'est notamment vrai des classes moyennes, du pôle économique, c'est-à-dire des classes moyennes qui ont une situation économique confortable, mais qui, en revanche, scolairement, n'ont pas forcément un bagage qui est équivalent à celui des enseignants ou de certains cadres, etc. Et qui voient là une manière, finalement, de convertir un peu leur capital économique en capital scolaire pour assurer l'avenir de leurs enfants. Ça dit d'abord ça, et puis ça dit autre chose, ça dit aussi, petit à petit, le retrait des services publics, le fait que l'école laisse finalement le soin à d'autres, à des acteurs extérieurs, de traiter la difficulté scolaire. Il n'y a plus d'ambition, globalement, à l'école, de traiter la difficulté scolaire en tant que telle. Pas de la faute des enseignants, ils sont à la fois sommés de le faire, mais en même temps, on ne leur donne ni les moyens ni le temps. Et en fait, on privilégie, et c'est vrai aussi bien avec les recours au privé, mais c'est vrai aussi avec des recours à des associations, etc. On privilégie toujours d'individualiser le traitement de la difficulté scolaire.
Il y a plusieurs notions qui sont dites à ce moment-là, enfin, sur ce que dit Erwan Le Houx. C'est-à-dire que à la fois la notion de performance, j'aimerais une réaction à ce sujet, et aussi effectivement sur la notion d'élite, en fait. Alors pas d'élite sur le plan de la performance pour le coup, mais sur le plan de l'élite sociale, du coût finalement de ces stages. Oui, alors c'est plus complexe que, je dirais, quelque chose de caricatural en disant il y a les pauvres et il y a les riches. Quand vous êtes enfant de professeur, vous êtes dans un contexte qui vous permet d'être aidé scolairement et de réussir. La difficulté, c'est que chaque enfant est différent de par la façon dont il apprend le mieux. Et aujourd'hui, les enseignants font un super travail, mais ce n'est pas possible de faire du sur-mesure avec 30 élèves dans une classe. Chez Cours Legendre, depuis 70 ans, on accompagne justement, en plus de l'école, un accompagnement de soutien scolaire. Alors, il y a les cours particuliers, mais rien que les stages, c'est entre 3 et 12 élèves, en moyenne 5-6. Et on voit que ces mêmes enseignants qui, pendant l'année, font de leur mieux avec 30 élèves, et surperforment quand ils en ont 5, 6, 7, ces mêmes élèves, ces mêmes professeurs, parce qu'on arrive sur des petits groupes réduits. Mais la surperformance, pardon de vous couper, mais on est d'accord qu'on ne parle pas des élèves, mais bien des professeurs qui vont donc réussir à combler les lacunes de ces élèves-là. Est-ce que vous êtes face à des élèves qui doivent plutôt combler leurs lacunes ou, comme le dit effectivement Erwan Le Houx, cette notion de vraiment d'être dans une élite, dans les meilleurs et dans la performance absolue où on essaye d'être vraiment dans le haut du panier? Oui, on a vraiment les deux qui cohabitent dans les mêmes groupes. Ils peuvent cohabiter? Ils peuvent cohabiter parce que justement à 5, 6, 7, même jusqu'à 12, le professeur peut s'adapter, adapter les exercices, adapter les feedbacks et s'adapter sur un petit groupe. Encore plus évidemment en cours particulier, mais déjà sur un petit groupe c'est possible. Chez Cours Legendre, on prend des professeurs de l'éducation nationale pendant les vacances scolaires dans les lycées. Donc ça veut dire qu'en fait, vous avez les mêmes élèves, vous avez les mêmes professeurs et c'est dans les mêmes endroits. La différence, c'est qu'effectivement, vous avez cette notion de petit groupe. Vous avez des élèves qui visent la performance parce qu'ils sont en terminale et qui veulent passer un concours post-bac, école de commerce ou ingénieur, parce qu'ils visent un super dossier Parcoursup. Et dans ce cas-là, effectivement, il y a une notion de performance. Mais vous avez aussi l'accompagnement en primaire, en collège et avant le bac, où des familles ont bien conscience, quel que soit leur niveau social, quel que soit leur revenu, que c'est maintenant que ça va se jouer. Le but, c'est pas forcément d'avoir 18 ou 19, c'est que quand ils notent dans une matière une difficulté au cours de l'année, ils se disent vaut mieux tout de suite rattraper cette lacune en mathématiques, c'est par exemple la matière la plus demandée, pour que ça ne s'accumule pas, que l'élève ne soit pas largué dans les années qui vont suivre. Alors je comprends quand vous dites quel que soit le niveau social, mais en fait quand même c'est une vraie importance, le problème des inégalités. Vous en parliez, Erwan Le Houx, justement, quelles sont les possibilités pour les familles qui ont moins de possibilités financières pour proposer des stages de rattrapage à leurs enfants? Je vais répondre à la question simplement. La question de la performance, elle est quand même très minoritaire. C'est moins de 10% globalement dans les cours particuliers ou dans les cours payants. Ça reste quand même plutôt ce que vous expliquez, effectivement, rattraper des petits trucs. Un point de moyenne par-ci, une petite difficulté dans telle matière. C'est quand même ce qu'on retrouve majoritairement dans le profil des élèves qui se tournent ou dont les parents se tournent vers des cours marchands. Contrairement, et je viens à la réponse à la question posée, contrairement à ce qui existe pour des familles qui n'ont pas les moyens de recourir à des cours payants et qui peuvent se tourner vers des cours gratuits qui sont proposés, vers des dispositifs, vers des programmes qui existent au sein même des écoles en général, où là, on retrouve beaucoup plus des élèves qui ont déjà des lacunes, qui ne sont pas de l'ordre du petit point de programme à réviser ou du petit point de moyenne qui manque ici ou là, mais qui sont des lacunes qui sont beaucoup plus importantes. Et c'est là que même en petit groupe, même individuellement, on est beaucoup plus impuissant. Parce que finalement, quand bien même on fait un travail, en général, on brouille les choses plus qu'autre chose chez l'élève, qui, à la limite, grâce à ça, va tenir 1 an de plus, 2 ans de plus, mais de toute façon, les difficultés, en général, finissent par arriver. Et on constate assez majoritairement que les dispositifs gratuits qui peuvent exister, ils fonctionnent pour quelques élèves, et heureusement, mais dans la grande majorité des cas, ils sont assez neutres, voire
il s'avère contre-productif parfois. Et on y vous pense. voulez réagir à ce que vous disiez? Oui, je ne serais pas aussi fataliste parce qu'on a de vraies belles histoires grâce aux enseignants. On travaille avec une institution qui s'appelle l'OCIRP, qui accompagne les enfants qui ont été déscolarisés suite à un drame familial. C'est des enfants qui sont devenus orphelins du jour au lendemain. C'est des enfants qui sont, pour certains, largués scolairement, qui tombent très bas, qui ont beaucoup de lacunes. Et quand on trouve le bon professeur qui va accompagner cet élève sur quelques mois, les progrès sont phénoménaux. Donc, bien sûr que c'est compliqué de rattraper tout le monde. Maintenant, on voit vraiment des cas où le bon enseignant, avec le bon accompagnement sur la durée, peut aider des élèves qui ont des difficultés, quelle que soit l'origine. Ils peuvent avoir un drame familial, ils peuvent avoir des difficultés d'ordre mental, des maladies, des choses comme ça, qui font qu'à un moment donné, en quelques mois, on a des retours de la famille, de l'élève, qui nous dit « parce que j'ai eu la chance d'avoir ce professeur-là, j'ai pu partir de très bas à très haut ». Donc, ce qui est valable aussi de manière générale dans l'enseignement, quoi qu'il arrive, avec tous les professeurs que l'on va rencontrer, on connaît des très belles histoires d'enfants qui effectivement ont eu de très bonnes notes grâce à un professeur qui les a tout d'un coup amenés vers la réussite. Mais justement, cette question du professeur, dites-moi, oui, Erwan? Oui, pardon, excusez-moi, mais si je puis me permettre sur cette question de fatalisme, je dirais plutôt d'objectivation, et c'est ça quand même qu'on nous demande, nous, en tant que chercheurs, c'est d'aller voir ce qu'il en est, non pas quand on regarde une très belle histoire, quelques très belles histoires, et heureusement il y en a plein, mais quand on regarde les statistiques qui montrent que globalement, ces très belles histoires, elles sont très largement minoritaires. Alors, tant mieux que ça puisse marcher pour quelques élèves, mais quand on essaie de creuser dans des déterminants qui peuvent expliquer ces très belles histoires, la plupart du temps, il y a eu, comme vous l'avez expliqué d'ailleurs, un drame familial à un moment donné, une cause qui est très facilement identifiable et qui permet du même coup de trouver des solutions. C'est pas forcément le bon prof avec le bon élève, c'est parce qu'en fait, on connaît l'origine de la difficulté, mais si ce sont des difficultés beaucoup plus enquistées, qui viennent de beaucoup plus loin, notamment des difficultés sociales qui s'y ajoutent, malheureusement, les statistiques montrent que cette solution-là, l'individualisation, elle ne fonctionne globalement pas. Et pendant qu'on travaille sur cette individualisation-là, pendant qu'on multiplie ce genre de dispositifs, on oublie de faire le reste, c'est-à-dire de se dire mais qu'est-ce qu'on peut faire dans la classe pour faire en sorte que le moins d'élèves possible ne soient pas en mesure de répondre aux attentes de l'école. On oublie d'ouvrir ce chantier. Pardon, mais ce ne sont pas deux questions différentes, ça, justement, parce que malheureusement, quand on est parent, on n'a pas forcément la possibilité de faire changer les choses au sein d'une classe. En revanche, on peut peut-être essayer de faire en sorte d'obtenir soit des sessions de rattrapage de cours gratuits ou privés quand on a la possibilité de le faire. Est-ce que ce sont deux questions différentes, Erwan? Bien sûr, tout à fait. Et là, on passe de la question collective à la question individuelle. Et il est évident qu'au niveau individuel, en tant que parent, il est bien légitime de tenter toutes les solutions qui peuvent s'offrir à nous, tout en ayant conscience que ce ne sont pas des solutions miracles, mais si les solutions sont là, on comprend mal pourquoi est-ce qu'on s'en priverait en tant que parent. Et c'est là tout le hiatus, effectivement, qui fait que souvent les recherches sont mal comprises, c'est qu'il y a deux questions différentes qui se posent. Oui, ce que vous voulez dire, c'est relever effectivement les problématiques de l'éducation nationale, et elles sont nombreuses, puisqu'on en parle tous les jours ici, et on le sait à quel point c'est compliqué. Mais en tout cas, si on se base sur les derniers résultats PISA, on sait que les élèves français ont du mal, a priori, en français et en maths, d'où les fameux savoirs fondamentaux, le choc des savoirs et autres termes utilisés. Est-ce que c'est vraiment sur ces deux matières principalement, Naël Hamamé, que se posent les cours, en tout cas les propositions de soutien chez Cours Legendre? La matière la plus demandée chez Cours Legendre, c'est les mathématiques, et de très loin. Avec les filles aussi ou pas? Parce que encore une étude est sortie ce matin, il me semble, disant qu'il y avait très très peu de femmes qui allaient vers les matières scientifiques. Est-ce toujours le cas? En tout cas, aussi bien les femmes que les hommes demandent de l'accompagnement sur les mathématiques. C'est la matière numéro 1 demandée, et de très loin. Et en 2, effectivement, c'est le français. Donc, ça veut dire qu'ils s'y intéressent ou ça veut dire qu'ils ont plus de mal? Ça veut dire que c'est là où ils ont le plus de mal, ou c'est là où ils voudraient le plus progresser. Et d'ailleurs, pour le bac, pour Parcoursup, pour certaines filières en tout cas, c'est vraiment ces matières-là qui ont le plus de coefficients. Ce qu'on constate, c'est que
il y a une forte demande sur les mathématiques en 1, sur le français, sur l'anglais, sur ensuite sur les sciences physiques. C'est les matières qui sont les plus demandées aussi bien par les hommes ou par les femmes. Là où il y a, pour revenir à quelque chose que tu disais, Juan, là où il y a un sujet de financement, vous avez bien dit, il y a 2 sujets. Il y a ce qui se passe à l'école, et ça, probablement qu'on peut faire mieux. Et il y a ce que peuvent faire les familles, et là, il y a effectivement la possibilité de se faire accompagner. Mais il y a aussi la possibilité peut-être de trouver des solutions de financement. J'ai quelques exemples en tête. Parfois, c'est les familles qui nous payent. Parfois, c'est des associations. Je pense à la Fondation Archerie, qui aide des jeunes qui viennent des quartiers difficiles. Je pense à Alstom, qui est employeur, qui dit à ses salariés « Je vous finance des cours ». La mairie de Paris, qui pour tous ses agents dit « Vous pouvez aller voir Cours Legendre, c'est moi qui finance une partie des stages, une partie des cours particuliers. » Donc, pour les agents ou pour les enfants d'agents? Pour les enfants d'agents, bien sûr. D'accord, oui. Excusez-moi, oui. Vous avez raison. Non, mais on ne sait jamais. Voilà, et donc il y a plus en plus d'employeurs, privés et publics, d'associations, d'institutions, assurances, prévoyance, etc., qui ont conscience qu'ils peuvent, eux aussi, indirectement, aider les enfants à mieux réussir, au-delà de ce qu'ils font à l'école. Alors, il y a évidemment l'accès financier et puis il y a l'accès tout court. Je parle évidemment des territoires, la différence entre les différents territoires et notamment en ruralité. Est-ce qu'on peut voir objectivement une réelle différence d'accès aux cours de soutien scolaire à Roanne-le-Houx dans les territoires dits ruraux? Oui, pour le coup, c'est pas ce sur quoi j'ai le plus travaillé, mais pour autant, très clairement, Paris concentre une offre de soutien scolaire qui est sans commune mesure avec ce qu'on peut observer dans le reste de la France et a fortiori dans des zones rurales. C'est-à-dire qu'on a un nombre d'entreprises sur Paris même et sa proche banlieue, que ce soit les Cours Legendre, Academia, mais aussi des beaucoup moins connus. C'est extrêmement florissant. On a des entreprises privées qui se sont spécialisées dans le 16e arrondissement, par exemple. Et là, pour le coup, sur quelque chose d'élite, etc. Tout ça, ça existe à Paris, ça n'existe pas ailleurs. Et dans les territoires ruraux, mais finalement, on a quelques professeurs particuliers, etc., qui sont disponibles, mais ils sont effectivement moins nombreux. Est-ce qu'il y a une grosse différence aussi entre le soutien apporté via Internet, donc en non présentiel, ou alors, effectivement, c'est toujours beaucoup mieux, et ça reste une idée un peu vieillissante, mais enfin bon, peut-être que c'est vrai, finalement, de donner cours à des élèves, ici, dans une classe. Oui, alors, concernant la visio, vous avez une première différence qui est énorme. C'est que ça ne bénéficie pas du crédit d'impôt du service à la personne de 50%. Donc on se retrouve parfois avec quelque chose qui peut être paradoxal. On dit à la famille, si le professeur vient chez vous et que le cours est à 50 €, vous ne paierez que 25 €. Si par contre le cours est en visio, vous paierez 50 €. Donc c'est 2 fois plus cher de faire un cours en visio par rapport au professeur qui va directement venir chez vous. Donc évidemment, les familles préfèrent que le professeur vienne. C'est un peu plus compliqué pour le professeur parce qu'il doit rajouter du temps de déplacement pour 1 heure de travail ou 2 heures de travail. Et la deuxième raison, vous avez raison, c'est que c'est quand même mieux. Je pense notamment par exemple aux mathématiques. Il y a des professeurs qui sont créatifs, qui se débrouillent, ils vont mettre 2 caméras, une qui filme ce qu'ils vont rédiger, etc. Mais vous imaginez bien que pour rédiger des équations, c'est plus compliqué par caméra qu'à côté. Et puis enfin, il y a des choses que l'enseignant va ressentir en étant proche de l'élève qu'il ne va pas forcément avoir par visio. Mais pour ces territoires ruraux dont on parle, on peut imaginer qu'effectivement la distance soit très importante, aussi bien pour les professeurs que pour les élèves et les familles. Et puis c'est une question de sécurité aussi. Est-ce qu'on peut penser, Erwan Lehoux, justement que, avec toutes les applications qu'on voit, tout ce qu'on peut voir comme distribution, c'est pas contre les Cours Legendre, mais comme distribution sur Internet, on peut imaginer que c'est quand même une solution aussi à ces fameux cours de soutien? Moi, quand j'ai fait mon enquête, la visio, on était au tout début, c'était en 2013, il y a 10 ans maintenant quand même, et donc du même coup, la visio pour les cours, c'est quelque chose dont on n'entendait pas encore parler et qui s'est développé beaucoup plus récemment, donc j'ai pas pu, appréhender s'il y avait une différence auto-qualité ou autre, mais il me semble que de toute façon, dans tous les cas, au regard de ce que j'ai pu dire avant,
je ne suis pas sûr qu'il y ait une différence fondamentale. C'est-à-dire pour des élèves qui en auraient le plus besoin, en tout cas qui ont le plus de difficultés, ce sera compliqué en visio comme en présentiel. Et pour des élèves qui bénéficient traditionnellement déjà de cours particuliers, la visio peut tout à fait suffire aussi. C'est-à-dire que ce sont les mêmes élèves qui y arrivent déjà le mieux avec les cours auxquels ils ont déjà accès qui profiteront de plus de la visio. Et d'ailleurs, ce qu'on peut observer, c'est plutôt une compilation en général des différentes solutions plutôt qu'autre chose. Merci beaucoup à tous les deux pour cet échange. Merci d'avoir été sur le plateau du Grand JT. Naël Amamé, vous êtes co-directeur des cours Legendre, qui existe depuis 70 ans, c'est ça? C'est ça. Voilà. Et puis Awan Lehoud, doctorant en sciences de l'éducation. Merci beaucoup d'avoir été avec nous par Skype. Merci Awan. Merci à vous. À bientôt. On marque une courte pause, on se retrouve. Chaque matin, dès 6h, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. L'école, c'est le sanctuaire, mais c'est aussi un sanctuaire qui doit protéger nos enfants. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée tous les jours aux élus locaux et régionaux, ainsi qu'à ceux qui font l'école. Initiatives locales, projets éducatifs, l'équipe du MAG met en avant ceux qui cherchent à faire bouger les choses. Et donc nous devons en permanence ajuster, accompagner les jeunes évidemment, mais aussi les familles et faire en sorte qu'ils puissent étudier dans des lieux le plus agréables possible. À 12h30, School TV vous propose de plonger dans l'école du futur. Avec ses invités, Philippine Dolbeau décode et teste les nouvelles technologies mises au service de l'éducation. Comment éduquer nos enfants à l'ère du numérique? Élément de réponse avec une équipe de chroniqueurs à la pointe des tendances tech. Nous, notre point, c'est de dire qu'avec l'expansion du numérique et la prépondérance des écrans, il est normal de donner à la littérature les moyens de se battre à l'heure du numérique. Tous les soirs à 20h30, dans le Grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Je me suis rendu compte que beaucoup d'enseignants aujourd'hui en France se retrouvent à utiliser leur propre téléphone portable, leur propre ordinateur pour faire des contenus ou pour dialoguer avec leurs élèves. C'est indigne. Chaque semaine, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'école de demain, ça doit être d'offrir 1 milliard de possibilités à tout le monde avec le même niveau de satisfaction et de voilà, qu'il n'y ait pas les bons, les mauvais. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le Grand JT, donner la chance à tous les jeunes d'accéder aux grandes écoles de la culture, c'est le projet de la Fondation Égalité des chances. Et pour cela, je suis ravie d'accueillir Lucille Deschamps. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes déléguée générale en charge des programmes Égalité des chances au sein de cette fameuse Fondation Culture et Diversité. École d'art et design, des écoles d'architecture, Institut français de la mode, l'INA ou École du Louvre. Eh bien, est-il encore difficile, Lucille, pour certains jeunes désireux d'intégrer justement ces prestigieuses écoles aujourd'hui? Alors effectivement, il est toujours un peu difficile, tout d'abord parce que les jeunes issus de milieux modestes que la Fondation Culture et Diversité accompagne manquent quelquefois d'informations sur ces écoles et sur les débouchés professionnels qu'elle propose. Donc la Fondation Culture et Diversité, depuis 2006, elle propose un accompagnement sur le long terme et multifactoriel pour aider ces jeunes justement à mieux connaître ces écoles, mieux se projeter, renforcer aussi leur confiance en eux et pouvoir évidemment s'insérer aussi professionnellement dans ces métiers artistiques et culturels. Oui, ces facteurs dont vous parlez sont vraiment essentiels parce qu'il y a toujours le milieu social qui, eh bien, j'allais dire un terme horrible, fait défaut, mais c'est malheureusement le cas pour beaucoup car eh bien, ça les pénalise effectivement dans l'accès. Il y a l'origine géographique aussi, mais qu'y a-t-il d'autre? La notion eh bien, financière, j'imagine? Oui, bien sûr, effectivement, la notion financière est un des freins pour
accéder à certaines écoles, même si toutes ces écoles sont des écoles publiques. Nous travaillons donc en collaboration avec le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale. Et donc, toutes ces écoles, la plupart dépendent du ministère de la Culture et sont donc des écoles publiques. Mais malgré tout, ont un coût. Évidemment, elles ont un coût, surtout pour acheter notamment du matériel ou pour se loger dans des villes comme Paris, notamment pour l'école du Louvre ou la Fémis. Donc, la Fondation Culture et Diversité, elle va venir en fait dans ces moments-là aider les jeunes à pallier à ces difficultés, que ce soit des difficultés financières avec des bourses d'aide au logement, des bourses d'aide à l'achat de matériel, des bourses d'urgence, ou alors du logement. On a un partenariat avec le Crous de Paris qui permet de loger des jeunes à Paris. Aussi un accompagnement pédagogique, quand les jeunes rentrent en école, ils peuvent rencontrer des difficultés pédagogiques, donc on vient renforcer aussi cela. Et aussi une aide à l'ouverture culturelle, donc un accès effectivement à des spectacles gratuitement ou des expositions gratuites. Ces jeunes dont vous parliez, c'était aussi intéressant, vous parliez du problème du sentiment d'illégitimité. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas avoir accès à ces grandes écoles-là. On en parle depuis toujours finalement de cette problématique. On essaie de trouver des tas de solutions. Enfin, je dis les différents ministres qui sont succédés. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, avec cette fondation, Culture et Diversité, les jeunes vont plus vers vous? Ils ont plus confiance. Effectivement, alors nous, on va vers eux déjà, et c'est le premier pas qu'on fait. Donc, comment vous allez vers eux? Alors, donc, on a une méthodologie effectivement en 5 étapes. La première étape, c'est l'information et la sensibilisation. On le disait tout à l'heure, c'est la première des discriminations, c'est l'accès à l'information. Donc, la Fondation va aller dans des établissements qui lui sont ciblés par le ministère de l'Éducation nationale, avec le concours des écoles, donc des 52 grandes écoles partenaires de la Fondation. Et nous allons, dans les écoles, parler justement de la pédagogie, des écoles et également des débouchés professionnels. On le fait souvent avec des étudiants qui sont déjà passés par le stage égalité des chances. Et donc, il y a une capacité de projection, effectivement, pour ces jeunes. Ils vont poser des questions qu'ils ne poseraient peut-être pas à des professeurs d'école. Et donc, ils vont pouvoir justement se projeter dans ces études-là. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, pour les jeunes qui seront intéressés justement par ces concours, on va leur proposer de se préparer au concours des écoles. L'idée, c'est qu'ils passent vraiment le concours comme tous les autres. Il n'y a pas de voie parallèle d'accès pour ne pas entacher leur légitimité aussi à rentrer dans ces écoles. Et donc, on va leur proposer des temps d'immersion au sein même des écoles. Et donc là, en ce moment, on organise ce qu'on appelle des stages égalité des chances. Donc, on a 180 jeunes qui sont répartis dans différentes écoles, actuellement à l'école du Louvre, à l'Institut français de la mode ou à l'INA, mais la semaine dernière dans les écoles d'architecture de Toulouse et de Montpellier et dans les écoles d'art de l'ENSI et de Saint-Étienne. Et donc, ils vont pouvoir, pendant cette semaine, se confronter en fait au quotidien d'un étudiant en école d'art, en école d'archi, en école d'histoire de l'art. Et donc, ils vont pouvoir découvrir la pédagogie, se projeter, parler à des étudiants, parler à des professionnels. Des cours théoriques, des cours pratiques, des ateliers? Exactement, ouais. À la fois des cours théoriques, des cours pratiques, puisque par exemple en école d'architecture, ils vont pouvoir se mettre en mode projet et donc faire des maquettes. En école d'art et design, ils vont pouvoir toucher à différents ateliers de ces écoles-là. À l'école du Louvre, c'est beaucoup plus des cours théoriques. Là, actuellement, ils sont au musée du Quai Branly pour des travaux dirigés devant les œuvres, où des professeurs vont leur parler des œuvres face à face. Et donc, ces moments-là, justement, on espère en tout cas que ça lève cette autocensure dont on parlait et augmente leur capacité de projection dans ces écoles. Combien de jeunes vous avez accompagnés déjà? Alors, en 18 ans, on a été, effectivement, la Fondation Culture et Diversité, elle a été créée en 2006. Nous, on est une fondation d'entreprise, c'est l'entreprise de Fimalac, de Marc Ladré de la Charrière. Elle a été dirigée par Éléonore Ladré de la Charrière depuis 2006. Et donc, on a informé et sensibilisé un petit peu plus de 32 000 élèves. On en a accompagné pendant ces temps d'immersion dans les écoles un petit peu plus de 3 000. Il y en a 2 500 qui ont effectivement passé les concours des grandes écoles. Et il y a un jeune sur deux qui rentre en école, en tout cas qui est admis au concours des écoles. Vous suivez ceux qui justement ne rentrent pas dans les grandes écoles mais qui font une
autre carrière à côté? Bien sûr, alors on continue à les suivre. Alors on ne pourra pas leur donner forcément des bourses d'aide au logement ou des bourses d'aide à l'achat de matériel, mais on continue à suivre leur parcours. Ils ont le droit également à ce qu'on appelait l'accompagnement à l'ouverture culturelle, et puis ensuite à tout l'accompagnement à l'insertion professionnelle, parce qu'on n'arrête pas de suivre les jeunes à la sortie de l'école, on va également les aider dans leur insertion professionnelle. Et donc pour ça, on a un certain nombre de piliers d'accompagnement. Ça va être des ateliers de rédaction de CV, de passage d'entretien, d'embauche. Ça va être également de la mise en relation, donc du mentorat qu'on est en train de développer beaucoup en ce moment et qui fonctionne assez bien. On va également leur proposer des résidences de création ou des résidences de découverte, notamment avec la Villa Médicis ou la Villa Noailles. On va également leur proposer des petits jobs, des stages avec des partenaires, un réseau de partenaires surtout en Île-de-France, notamment avec le musée d'Orsay, avec Christie's, avec le Palais de Tokyo. Et donc voilà, on a ces piliers d'accompagnement qui vont nous permettre de les suivre aussi dans leur insertion professionnelle, puisque c'est des jeunes qui, quelquefois, tendanciellement aussi manquent de réseau. Et donc, on va les accompagner. Et oui, cette notion de réseau, évidemment, est essentielle. C'était à la fois intéressant pour ces jeunes, donc pour ces étudiants, et aussi pour les établissements partenaires dont vous venez de parler, effectivement, qui ont besoin de relève, de nouveaux acteurs, finalement, pour venir dans ces sociétés ou dans ces institutions parallèles pour travailler ensuite. Tout à fait. Et vraiment, le credo de la Fondation Culture et Diversité, c'est de se dire qu'en fait, la création culturelle de demain s'appauvrit si elle n'intègre pas toute la diversité de regards, de parcours que peut avoir la population française. Et c'est vrai que, par exemple, en école d'architecture, on essaye de favoriser l'entrée des jeunes qui sont en bac techno ou en bac pro. Voilà, on peut se dire qu'en école d'architecture, on y rentre plus facilement avec un bac général, mais nous, on essaie justement de donner ces possibilités à ces jeunes qui pourraient se penser éloignés de ces écoles-là. Avez-vous pu rencontrer Rachida Dati depuis qu'elle a été nommée au ministère de la Culture ou pas? Alors, pas encore, effectivement. On va certainement rencontrer son cabinet, mais on n'a pas encore rencontré Rachida Dati elle-même. En revanche, on travaille beaucoup avec les ministères de la Culture dont des représentants sont venus pour les stages égalité des chances, voir sur le terrain ce que nous faisions concrètement. Bon, ils ont été forcément conquis. Oui, effectivement. C'est toujours des moments assez émouvants, notamment pour les stages égalité des chances en école d'architecture, en école d'art et de design, puisqu'il y a un moment de restitution à la fin de la semaine. Un diplôme, c'est sous forme de quoi? C'est une présentation, en tout cas, de ce qu'ils ont réalisé pendant la semaine. Et donc, ces jeunes qui étaient peut-être le lundi un peu introvertis, pas vraiment sûrs d'où ils mettaient les pieds, là, on les voit le vendredi transfigurés, transformés, sûrs d'eux-mêmes, avec une conviction profonde qu'ils ont les capacités et la possibilité de rentrer dans ces écoles. Et puis des rencontres hyper inspirantes, j'imagine. Complètement, effectivement, avec des jeunes qui viennent de toute la France, avec des profils très très variés. Et donc il se fait un mélange aussi pendant ces semaines-là de stage égalité des chances qui est pour l'équipe de la Fondation aussi extrêmement, effectivement, comme vous le disiez, inspirant. Alors, ces stages, je crois que c'est Paris en région, du 12 au 23 février, c'est bien ça, 2024, des stages intensifs de préparation aux grandes écoles. Donc voilà, vous pouvez retrouver tout le programme à la Fondation Culture et Diversité. Le programme s'appelle Égalité des chances, enfin Fondation Stage Égalité des chances et Fondation Culture et Diversité. Je m'en mêle les pinceaux, mais vous avez compris, je pense. En tout cas, vous pourrez trouver tout ça sur le site. Merci beaucoup, Lucille Desjans, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes déléguée générale en charge des programmes Égalité des chances au sein de la Fondation Culture et Diversité. Merci. Merci à vous. On va tout de suite retrouver Guillaume Buan pour sa chronique. Pour votre chronique, Guillaume, on va partir à l'étranger. Évidemment, on va traverser la Manche, ça va être fou, avec un phénomène national. Les Britanniques n'ont pas, ils ont justement davantage recours à l'école à la maison. Oui, en Angleterre, le nombre d'enfants désormais scolarisés au domicile a augmenté de plus de 13% en quelques mois par rapport aux années passées. On va y arriver. Un chiffre pris particulièrement au sérieux par le gouvernement, d'ailleurs, qui appelle à agir pour contrôler cet effet de masse, car selon les chiffres
des autorités locales de toute l'Angleterre. Début 2023, environ 86 000 enfants suivaient la scolarité à domicile. En avril, ils étaient 97 000. Sur un an, entre septembre 2022 et juillet 2023, c'est quand même une hausse de 20%. Alors avant de savoir pourquoi, parce que quand même c'est latent, hein, oui. on attend de savoir, face à ce succès croissant donc justement de l'école à la maison, que craignent les autorités, Guillaume? Eh bien que les enfants ne reçoivent tout simplement pas une éducation de qualité, ou encore qu'ils ne soient pas suffisamment socialisés. C'est aussi ce que craignent les autorités. La scolarisation à domicile s'est imposée dans de nombreux pays. On s'en souvient de cette période de Covid où tout était fermé, mais des observateurs en Angleterre notent que l'augmentation avait déjà débuté depuis plusieurs années, était survenue même avant la pandémie en 2020. Mais alors pourquoi je veux savoir pourquoi. Pourquoi à la maison? Pourquoi à la maison? Eh bien selon le ministère de l'Éducation, environ un quart des parents pratiquent l'école à la maison. Ils ont fait ce choix par des questions de mode de vie ou encore pour des raisons philosophiques. Près de 10% également mettent en avant des problèmes de santé mentale, faute d'accompagnement à l'école. Pour certaines familles, ce n'est pas un choix également, puisque certains enfants n'arrivent pas à s'adapter au système scolaire. Ils ont peur, j'ai vu ça aussi, d'aller tout simplement à l'école. Ils n'arrivent pas à s'adapter à ce système. Ils ne reçoivent pas également le soutien dont ils ont besoin, faute de moyens de financement de la part de l'État. Oui, autrement, la question dépasse effectivement la scolarisation à domicile. Oui, car 20% des enfants en Angleterre sont durablement absents également de l'école. L'absentéisme, c'est ce qui pose aussi un problème, sans pour autant recevoir une éducation scolaire à côté. Ils sont moins nombreux que l'an dernier dans ce cas, mais toujours plus qu'avant la pandémie. Ces absences sont principalement dues à des problèmes de santé mentale, aux difficultés financières également des familles. Et alors, qu'en est-il en France de l'école à la maison? Alors, ça s'appelle l'instruction en famille, et là c'est très minoritaire. Il faut quand même le noter, cela représente moins de 0,5% de l'ensemble des jeunes. Ainsi, par exemple, pour l'année 2022-2023, l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation avance qu'entre 50 et 60 000 enfants étaient instruits justement en famille. En comparaison, il est bon de rappeler qu'il y a quand même 12 millions d'enfants qui sont donc à l'école chez nous. Sur 10 ans, ce nombre a plus que triplé puisqu'il est passé de 19 000 enfants à l'entrée 2010 à 62 000 à la rentrée 2020. Officiellement, et depuis la rentrée d'ailleurs 2022, les motifs qui permettent justement l'IEF, l'instruction en famille, sont limités au nombre de 4. Il y a l'état de santé de l'enfant ou son handicap, la pratique d'une activité sportive ou encore artistique est intensive, l'itinérance de la famille en France ou tout simplement à l'étranger, puis l'existence d'une situation propre à l'enfant qui motive ce projet éducatif. Alors en réalité, il y a d'autres motifs que cela, mais c'est un phénomène et on le voit aussi naître sur les réseaux sociaux. Beaucoup de parents qui décident de faire l'instruction notamment à domicile. Ils revendiquent, et j'en ai contacté quelques-unes, un mode de vie. Et ils doivent suivre un programme, le programme de l'éducation nationale. Tout à fait, car les parents reçoivent effectivement les documents, ils reçoivent les cahiers qui sont donc fournis par le ministère de l'Éducation nationale. Ils ont l'obligation de donner cours et il y a des tests qui sont également réalisés chaque année, chaque mois par l'Éducation nationale pour voir si les cours ont bel et bien été appris, pour pas que les enfants se retrouvent par la suite dans la vie un peu perdus. Merci beaucoup Guillaume, merci. On va retrouver Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier et cette semaine, son invité est l'humoriste Younes Depardieu. Et à l'école, tu te comportais comment? Tu étais quel genre d'élève? Eh ben, franchement, ça va, j'étais bon élève, mais un peu dissipé. Hein. C'est-à-dire, t'embêtais les professeurs? Non, après, j'aimais bien faire rire les gens. J'aimais bien. En fait, j'arrivais pas à rester une heure comme ça, sans bouger, sans parler. Mais t'avais quand même des bonnes notes? Ouais, franchement, ça va. Je tournais autour de quoi? Entre 10 et 12, quoi. C'est ça, bon élève? Non, mais ça va. Franchement, 10-12. Après, je suis parti en général, j'ai eu mon bac, BTS, donc ça va. Oui, tu t'en sortais toujours, quoi. Non, j'étais pas Bill Gates. Dis-moi, j'étais pas Zuckerberg ou... Non, ça va. Je me débrouillais. On les a pas encore reçus. Je te souhaite de les recevoir, Zuckerberg. Si t'es dans le coin, passe voir Malika. Est-ce que t'étais un peu rebelle? Ouais. Quel genre de rébellion? En fait, j'aimais pas l'injustice, j'aimais pas les gens qui humiliaient. Par exemple, se faire humilier, les gens qui parlaient mal. Les élèves ou les professeurs? Que ce soit les adultes ou avec les élèves, quand ils parlent mal, ça finissait souvent des petites bagarres quand on était plus jeunes, forcément. Mais ouais, les adultes, des fois, il y a des adultes qui parlaient très très mal. Tu vois ? Par exemple, un truc tout bête. Ouais, voilà, un truc tout bête, je vais te donner un exemple.
Moi, il y a un truc, quand j'étais plus jeune, par exemple, si mon père se faisait convoquer... Par rapport à toi? Par rapport à moi, si je faisais des petites bêtises... Mais de quel acabit? Non, mais des petites bêtises. Je sais pas, par exemple, je parlais trop, ou je faisais un peu le fanfaron, tu vois, mais... Par exemple, on tombait sur des adultes, des CPE ou des professeurs, ou même dans l'administration hors école, qui parlaient mal à mon père. Et mon père... Qu'est-ce que tu entends par parler mal? Une manière de parler... Nos parents, ils viennent du Maroc. Mon père, il vient du Maroc. Mes parents viennent du Maroc. Donc, ils parlent français, mais tu vois, ils sont un peu réservés, on fait pas de bruit. Alors que nous, c'est une autre génération, tu vois, on s'affirmait plus, un peu plus, tu vois. Alors que nos parents, ils sont plus discrets. Donc, des fois, tu avais des gens en face qui parlaient très mal. C'était quoi? Et moi, condescendant? Ouais, pas condescendant, qui parle mal, le mec qui vient du bled, donc on va... Tu vois, un peu de condescendance. Et moi, je l'ai vu très jeune, ça. Et je me suis dit, ça, je le vivrai jamais. Donc... Tu défendais ton père? Bah, quand j'ai grandi, ouais. En grandissant, je parle pas comme ça. Quelqu'un qui vient avec respect, tu lui parles avec respect. Tu disais ça? Bah, bien sûr. Ouais, bien sûr. C'était quoi la réponse en face? Ouais, bah non, ils acceptent pas, non. Non, je parle normal. Ah non, tu parles pas normal, là. Tu parles de manière agressive, t'envoies chier les gens, t'envoies balader les gens. En fait, ça dépend de ton statut social. Quand ton statut social, il est un peu plus élevé, les gens te parlent pas comme ça. Je l'ai vu, ça. Ça, c'est quelque chose dont tu as eu conscience très vite? Oui, très vite, bien sûr. Ouais, bien sûr. Quand tu viens d'en bas, les gens, ils te parlent mal. Et je l'ai vu, moi, par exemple, dans l'humour. Tout bête, hein. Tu vas dans des endroits, les gens, ils te parlent mal, ils te snobent. Et dès que tu commences à avoir un petit blaze, un petit nom, forcément la reconnaissance, quoi. Voilà, les gens... Et c'est malheureux, c'est malheureux. On sent que c'est quelque chose qui est encore très ancré à l'intérieur. Moi, c'est ancré. Après, je me suis habitué. Je me suis habitué, mais... Est-ce que, par exemple, c'est une discussion que tu pouvais avoir avec ton père, ça? Ouais. Je sais même pas si on en a déjà parlé. Je pense, ouais, on a dû en parler de ça. Mais pas spécialement. Savoir même comment lui le vivait, tu vois ce que je veux dire? Pour lui, c'était normal. Et le fait que toi, tu trouves ça anormal? Normal, parce que... Ça le faisait pas réfléchir? Des fois, il disait même, par exemple, si je prenais sa défense, limite, il me disait tais-toi. Genre, limite, c'est, tu vois, limite, c'est une sorte d'habitude, il s'est habitué à ça, donc... tu vois, donc... mais et tes frères et sœurs, comment ils le vivaient? Pareil. Ah, aussi, ça les rend fous. On a une famille... En fait, on a bien été éduqués. On a des parents, franchement, qui nous ont donné une bonne éducation. Mais après, il y a un truc, voilà, on est pratiquement tous pareils. Hein. Quand il y a une injustice en face de nous, et je pense que c'est normal que... C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Younes Depardieu, pour la suite de Souvenirs d'écoliers. Merci Malika, et à demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Pourtant, on le disait tout à l'heure, votre parcours, il vous amenait d'abord au cinéma. Quel a été votre déclic pour vous lancer dans l'entrepreneuriat? En plus, en étant une femme, on va en parler tout à l'heure, mais c'est pas le meilleur endroit où commencer. Non, bon, je ne sais pas s'il y a un bon endroit pour commencer. Mais c'est pas évident, en tout cas. Non, mais en fait, ça s'est fait complètement par hasard. La personne avec qui j'étais à l'époque en couple était à l'ESCP, donc qui est une école de commerce. Il y avait un concours d'entrepreneuriat. Il m'a demandé un coup de main et en fait, j'ai eu une espèce de révélation de me dire, mais en fait, on peut faire ça dans la vie. Enfin, on peut être entrepreneur, on peut avoir son entreprise. Moi, j'ai un milieu très, très populaire. J'ai grandi dans un contexte assez compliqué. Et du coup, je pense que j'avais même pas... Vous n'aviez pas de modèle d'entrepreneur? Ouais, voilà, exactement. J'avais pas de modèle. On en a encore moins quand on est une femme. Et donc, je ne pensais pas que je pouvais faire ça. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais c'est génial. C'est exactement ce qu'il me faut. Je faisais de la danse et ma prof de danse m'a dit ce serait bien que pour le spectacle, tu perdes 2-3 kilos pour être bien dans ton juste corps, en gros. Et j'ai demandé à ma grand-mère si elle voulait bien commencer à me préparer des repas avec des aliments cuits à l'eau. À ce moment-là, c'était vraiment ça que je voulais, sans beurre, sans huile. Enfin, j'avais déjà commencé à programmer. Il y a toute une stratégie qui, dès ce moment-là, va se mettre en place, tout faire pour ne pas grossir et pour ne pas s'alimenter. C'est un moment où le corps change, le corps de toutes les jeunes femmes, d'ailleurs. Oui. Prennent des formes, etc. Mais vous-même, vous dites, à ce moment-là, mon corps ne me plaît pas. C'est pas juste le regard de la prof de danse. Non, ça a commencé plus jeune, vers 12-13 ans, où là, évidemment, les jeunes filles
ont commencé à avoir des formes et moi ça me plaisait pas du tout. Alors je sais qu'on dit que c'est un refus de quitter l'enfance, de pas accepter que son corps change, mais au-delà de ça, moi c'était aussi parce que le regard sur moi changeait. De la part au collège des garçons qui me voyaient comme une femme un peu, et aussi d'adultes et en particulier d'hommes qui me voyaient comme une femme alors que je restais une enfant. Et ça, ce regard-là, je l'acceptais pas, en fait. C'est l'étape numéro 1. Petit à petit, l'engrenage. Vos parents voient qu'il y a un truc qui se passe, mais ne disent rien. Oui, c'est très paradoxal parce qu'en plus, mes parents ont une profession de santé. Donc, ils sont attentifs à questions de santé, on va dire, physique, mais aussi très, très pudiques. Et je pense qu'on a toujours cette expression, les cordonniers les plus mal chaussés. Ouais. Et au début, ils n'ont pas vu, ils se sont juste dit, elle fait un régime, comme beaucoup de jeunes filles, ou voilà, c'est pas très grave, comme on voit dans les magazines. Mais quand j'ai perdu plus de 10 kilos, là, ils se sont vraiment rendus compte qu'il y avait un problème, mais c'était pas évoqué de manière directe. Il y a combien d'élèves? Présentez-nous un petit peu cet établissement. Il y a combien d'élèves dans ce lycée international français? Alors, c'est assez particulier puisque notre structure fait qu'on est dans le même bâtiment de la maternelle jusqu'à la terminale. Je suis en charge du collège et du lycée qui partagent le même bâtiment et donc il y a 800 élèves. 99% de nos élèves sont égyptiens d'origine et on a 75 enseignants en secondaire avec qui j'ai la chance de travailler au quotidien. Et aussi pareil, on a à peu près, on peut dire 95% des enseignants qui sont francophones et non pas français. D'une communauté féminine à un réseau social de femmes solidaires, Meuf commence fort l'année 2024. Votre entreprise a dévoilé et défendu lors de dévoile et défend lors de son passage demain dans l'émission Qui veut être mon associé chez nos confrères d'M6, un projet de réseau social exclusivement réservé aux femmes. Est-ce que vous voulez bien nous en dire plus, même si évidemment on laisse les téléspectateurs voir demain ce que vous allez leur présenter? Bien sûr, du coup, comme je vous disais, il y a 75% de femmes harcelées en ligne. Il y a aussi 8 femmes sur 10 qui n'osent pas prendre la parole sur les réseaux sociaux, que ça soit donc prendre la parole en réaction à des sujets politiques, de société, d'écologie, plein de sujets différents. Elles n'osent pas parler de toutes les problématiques qui vont les concerner, notamment les problématiques de santé, donc les règles, la contraception, l'avortement, la ménopause, les violences, évidemment. Bien sûr. Pourquoi elles n'osent pas ? Parce qu'il y a beaucoup de harcèlement, parce que c'est compliqué en fait de parler de tout ça. On est très facilement jugé, on peut très vite recevoir des insultes. Donc elles en ont peur. Et donc il y a une peur qui s'est installée finalement avec Internet et les réseaux sociaux. On a reproduit ce qui se passe dans la réalité. Et donc nous, ce qu'on veut proposer avec Meuf, c'est un endroit où enfin, nous les femmes, on se sent tranquille, c'est-à-dire où justement il n'y a pas de charge mentale de si je poste cette photo, est-ce que quelqu'un va l'interpréter et est-ce qu'on va se dire que machin. Non, il n'y a pas de ça. Où on peut parler de tous les sujets qui nous concernent, donc comme tous ceux que j'ai cités tout à l'heure, mais aussi tout ce qu'on peut avoir en tête. On peut parler de sexualité, de ménopause, de violence évidemment, parce que c'est un vrai sujet. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux censurent énormément de mots. Le mot viol, par exemple, est censuré. Le mot orgasme. Le mot avortement. Donc c'est très compliqué, c'est-à-dire qu'on est obligé d'utiliser des stratégies où on met des zéros à la place des O. C'est ridicule et en fait, on doit pouvoir parler de ces sujets. Et les réseaux sociaux nous en empêchent de plus en plus. On parle d'anorexie mentale. Il y a des recherches récentes qui situent aussi l'anorexie du côté des addictions. Ça vous semble correct comme pour moi, c'est totalement... D'ailleurs, pour moi, ce livre, ça parle plus globalement de la problématique des addictions et comment se sortir d'un schéma de répétition qui est quotidien et d'autodestruction dont on n'arrive pas à se sortir parce qu'on ne sait pas comment faire et on n'arrive pas à faire autrement au point qu'on intègre que c'est comme ça la vie, que c'est normal de vivre avec. Et on pense qu'on peut gérer cette maladie ou cette addiction, mais en réalité, on ne fait que s'enfoncer. On fait que à chaque fois être aspiré un peu plus vers le bas. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'en sort pas facilement. La bonne, c'est qu'on en sort quand même. C'est dur, ça prend du temps. Avec le recul, qu'est-ce qui aurait pu endiguer le mécanisme, la spirale, plus tôt ?
ce que je dirais, et je sais que c'est pas simple, c'est l'entourage en fait, au départ. Parce que je pense que plus c'est traité entre guillemets tôt, plus il y a des chances pour qu'on arrive à s'en sortir. Parce qu'une fois qu'on est dedans, c'est super dur. Vraiment, c'est extrêmement difficile. On ne peut pas se rendre compte à quel point c'est dur parce que j'ai entendu énormément de fois « arrête ». Maintenant, arrête. Arrête, tu te fais du mal. Oui. Mais j'arrivais pas à arrêter. C'était... en fait, même en allant voir un psychiatre, en ayant suivi un programme où je prenais des antidépresseurs et tout... Alors, certes, ça m'aidait à sortir de mon lit, mais ça ne m'aidait pas à arrêter ce mécanisme qui était compulsif, en fait. Comment est né ce projet totalement fou, j'ai envie de dire, ce projet Harmonia ? Alors, c'était assez particulier. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis en Égypte. Et le grand problème qu'on rencontre quand on est professeur d'histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, c'est qu'on n'a pas toujours accès à la culture directement, puisqu'on n'a pas de musée à disposition pour pouvoir voir des choses avec nos élèves. Et on s'est dit, de plus en plus, nos élèves ont des familles qui ne sont pas francophones, contrairement à ce qu'il y avait traditionnellement comme public d'apprenants. Et on s'est dit, voilà, il va falloir qu'on trouve un moyen que le musée puisse rentrer dans l'école. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'est née l'idée. Je me suis dit que ça serait une bonne opportunité pour les élèves de s'approprier les contenus pédagogiques qui ne sont pas toujours évidents pour eux et de pouvoir se réconcilier aussi avec l'univers du musée parce que nos nouvelles générations ne sont pas toujours très familières avec l'environnement d'un musée. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été avec nous. On vous retrouve très vite, évidemment. Oui, mercredi prochain. Voilà. Vous avez un peu le temps quand même. On a hâte, vous savez, tout le monde trépigne d'impatience, évidemment. Canal 217 sur Orange, Canal 247 sur les Freebox, 124 sur Bouygues Télécom. Merci à toute l'équipe. À la réalisation, aujourd'hui, c'est Théo Boscar, le maquillage Laure Audemont, le son Thibaut Grouet-Lafont, Laura Girard et Emma Ferret. À la rédaction, très belle soirée. Ciao. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec